Lacan, nous et le réel, 15e séance. Alors, je sais plus ce que je dois dire. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc, à partir de 3 films que vous pouvez voir et revoir, puisque par exemple, ce sont des films que j'ai vus plusieurs fois, et Il était une fois la Révolution de Sergio Leone, qui s'appelle en titre original Giù la testa. Je l'ai vu peut-être pour la 20e ou 30e fois, là, il y a quelques jours. Donc, comment aborder ces concepts à partir du séminaire de Lacan qui s'appelle Les 4 concepts, où il explique que la notion de sacrifice est justement ce contre quoi la psychanalyse permet de se prémunir. Alors, on ne sait pas trop a priori ce que ça veut dire, le sacrifice. Mais selon Lacan, en fait, c'est très très difficile de se soustraire à la tentation du sacrifice. Alors pour exemplifier ce propos, il y a donc le film Il était une fois la Révolution, qui est assez exemplaire là en la matière. Alors pour tous ceux qui rêvent de révolution ou de choses comme ça, je conseille fortement de voir et de revoir ce film parce qu'il a vraiment exploré toutes les méandres et les contradictions internes à la notion de révolution, et apparemment il connaît très bien et Marx et Jaurès aussi, qui a travaillé, qui a fait un écrit remarquable sur la révolution. Donc, alors vous vous souvenez du thème une fois la révolution, non? Des personnages, je peux camper l'histoire en quelques mots. Donc, c'est un. Alors déjà le début du film, c'est extraordinaire parce que on voit un tronc d'arbre sur lequel des fourmis assez importantes, des grosses fourmis sont en train de monter, et puis d'un seul coup un jet d'urine qu'on n'identifie pas tout de suite comme étant de l'urine parce que c'est tellement troublant. Jamais un film n'a commencé comme ça, par un jet d'urine. Et là, donc, on s'aperçoit que c'est un jet d'urine qui est en train de semer une sorte de confusion dans la procession des fourmis, et puis la caméra recule légèrement, et donc on s'aperçoit qu'il y a un personnage, là, Rod Steiger, qui vient de pisser contre un arbre. Et donc rien que cette scène-là, cette introduction-là, tout de suite, ça introduit dans un espace diégétique particulier. On voit qu'on n'est pas là dans la réalité sociale ordinaire, mais qui va nous parler de quelque chose qu'il y a derrière les choses. Et effectivement, donc il s'avère que Rod Steiger est un péon mexicain qui a un rêve dans sa vie, c'est de cambrioler la banque de Mesa Verde. C'est une espèce de fantasme qu'il a depuis tout petit. À l'âge de 8 ans, il est arrivé avec son père, là, dans la banque de Mesa Verde. Et puis, depuis, il a cette espèce de fantasme. Et tout de suite, donc, dès le début du film, est instaurée la rupture radicale qu'il y a entre le monde que représente Rod Steiger, donc le péon mexicain, et la classe dirigeante, c'est-à-dire une diligence
arrive, et Rod Steiger va essayer de monter dedans, et là, il se trouve face à la classe dominante, donc, puisqu'il arrive par une espèce de jeu assez subtil à monter dans la diligence et donc faire partie du voyage, mais dans une place à part, une espèce de strapontin qu'on lui ouvre dans l'espèce de salon dans lequel il y a un ecclésiastique, vraisemblablement un ambassadeur, un banquier, etc. En fait, tous les gens de la classe dominante de l'époque. Et Sergio Leone, là, a son habitude, parce qu'il faut quand même savoir que c'est dans les années 70. La manière dont il filme les bouches en gros plan. Ils sont en train de manger. Et ça a un côté absolument répugnant. C'est-à-dire eux qui trouvent le péon répugnant, donc sales, pieds nus, etc., qui sont très bien habillés, le fait qu'ils soient en train de manger et que l'autre les observe très silencieusement rend le côté répugnant du fait de manger. C'est comme si Sergio Leone disait que, attention, la bouche, c'est pas fait que pour manger, c'est fait aussi pour parler. Et là, visiblement, ils mangent. Donc ils sont en train de s'engouffrer le monde, en quelque sorte, et c'est un côté obscène, presque gênant. Et petit à petit, donc, évidemment, il a bien préparé son coup, Rod Steiger, et donc il arrive avec ses fils et essentiellement ses fils, son père, une très grande famille, à arrêter la diligence et puis à faire en sorte que, il renvoie, il les met carrément à poil, il tous à poil, et donc il les renvoie dans une charrette et il s'accapare la diligence. C'est là où arrive le deuxième protagoniste de l'histoire, James Coburn, c'est ça, James Coburn, le dynamitero, donc qui reprend une des phrases chères à Sergio Leone lui-même, qui disait « Quand j'étais jeune, je croyais dans le marxisme, dans le pouvoir rédempteur du cinéma et dans la dynamique. Maintenant, je ne crois plus peut-être moins. » Donc, c'est le dynamitero qui arrive, et là se crée entre les personnages quelque chose qui va être la clé du film, en fait, parce qu'il y a le révolutionnaire officiel, James Coburn, et il y a Rod Steiger qui, lui, ne cherche pas du tout à faire la révolution. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est juste à cambrioler la banque pour être assez riche, pour pouvoir continuer à vivre correctement avec sa famille, ses enfants, etc., parce qu'ils sont hyper exploités. Et donc, nous avons là la trame d'un scénario où petit à petit, entre, disons, ceux qui pensent la révolution, ou qui pensent plutôt à la révolution, et ceux qui sont censés la faire, l'écart non seulement demeure, mais se creuse. Et donc, par un jeu de circonstances, dont je ne vais pas raconter tout le film, parce que après ça lasse Ramsey aussi, quand je raconte les films qu'il a fait. Tu prends trop de temps au lieu de parler des concepts. Donc, je vous laisse voir le film, mais ce qui va se passer, il y a une scène cruciale à un moment pour aborder cette notion de sacrifice. C'est que parmi ceux qui pensent à la révolution, qui sont à la tête de la révolution, il y a le docteur. Donc, et le docteur, chez qui donc se déroulent les réunions, visiblement quelqu'un de la bourgeoisie mexicaine, James Coburn va surprendre le fait que ce docteur a trahi les siens, donc les gens de la Révolution, et donc il les a dénoncés et ils se font tous fusiller. Et quand il revient, James Coburn est le seul à l'avoir vu. Et donc, tout le monde va être pris, etc. Il y a une action à mener. Et James Coburn dit, il faut que ce soit le docteur Vinegas, je crois qu'il s'appelle, qui vienne avec moi faire ce truc-là. Parce qu'il s'agit de rentrer dans un train et essayer de contrer le train des contre-révolutionnaires en fonçant dessus et en sautant au dernier moment. Et l'échange qu'il y a entre James Coburn et le docteur Vinegas est très intéressant, parce que là vous avez justement la notion du sacrifice et ce que ça veut dire que le sacrifice. Donc
L'autre sait que James Coburn, Mallory l'a reconnu, et donc il lui dit tu me juges, etc. Il dit non, je ne juge pas, je ne juge plus depuis un certain temps. Mais vu ce que tu as fait, c'est normal que ce soit toi qui sois dans ce train-là maintenant. Et donc ils mettent le charbon dans le train pour le faire foncer, et à un moment, James Coburn lui dit maintenant il faut sauter du train, tu vois. Et l'autre ne peut pas sauter du train. Donc il se sacrifie, en quelque sorte. C'est-à-dire que il ne peut pas ne pas succomber à la tentation du sacrifice. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer à vivre avec la distance qui lui permet d'assumer ce qu'il a fait, et donc même le pardon, parce il a été pardonné en quelque sorte, parce que James Coburn ni le dénonce, ni il se place en position de justifier en lui faisant, en lui ordonnant de se sacrifier. Au contraire, il lui dit c'est stupide ce que tu es en train de faire, mais on voit l'autre, c'est très bien filmé, très bien réalisé, il ne peut pas ne pas se sacrifier. Dieu, sauve ta peau, saute! Donc, première scène pour vous montrer, alors que apparemment il est assez cynique et il a déjà trahi sa cause, etc. Ça, c'est juste pour montrer la puissance d'attraction du sacrifice, dont il serait douteux de s'imaginer que nous pouvons nous soustraire comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, je vais mettre ce film en relation avec deux autres films pour essayer de parler de l'amour, du sacrifice, et aussi de à quoi ça correspond sur le plan, disons, pour être hegelien, de la phénoménologie de l'esprit, comment Lacan s'inscrit là-dedans et comment tout l'enseignement lacanien s'inscrit là-dedans. Parce que c'est seulement sur ces bases-là que l'on peut vraiment saisir l'enseignement de Lacan, non seulement sa pertinence, mais aussi son efficacité sur le plan très concret. Paradoxalement, c'est ce qui semble le plus décalé, la psychanalyse, le plus éloigné de ce qui nous semble à nous, les choses concrètes, quotidiennes, etc. Mais en vérité, c'est ce qu'il y a de plus concret, parce que c'est ce qui permet d'avoir les possibilités internes de se soustraire à certaines déterminations, et ces déterminations, il faut d'abord les reconnaître et ensuite en faire une détermination que l'on se fait à soi-même, et non plus quelque chose qui nous est imposé par l'histoire, par la généalogie, par la nature, par quoi que ce soit. Mais on va revenir à tout ça. Vous savez ma manière un peu de procéder, donc je fais le tour, et puis je vais peut-être petit à petit essayer d'amener ces concepts-là pour qu'ils soient perceptibles, et ensuite vous poserez des questions et on essaiera de donner des illustrations précises là-dessus. Donc le deuxième film, qui est un film des années 90, c'est la vie de David Gale. Alors là, c'est un autre genre de sacrifice, c'est très intéressant aussi, parce que c'était la première fois donc que je voyais un film où j'ai eu vraiment les yeux écarquillés. Il y avait la théorie lacanienne au tableau. C'est-à-dire que c'est joué par cet acteur-là qui est en ce moment maudit parce qu'il est... Oui, Kevin Spacey. Donc, et il est prof à la fac, et derrière lui au tableau, il y a le graphe du désir de Lacan, très bien dessiné, marqué Object A, l'objet petit a, etc. Alors je m'attendais pas du tout à ça, je suis tombé sur ce film-là, j'ai regardé jusqu'au bout, bien sûr, et j'étais passionné parce que c'est une magnifique mécompréhension totale de l'œuvre de Lacan. C'est fantastique, parce que ça explique aussi beaucoup de choses aujourd'hui sur la manière dont les gens s'approprient Lacan, en ayant fait une marque déposée, Lacan Incorporated, comme la famille Miller ou d'autres, et qui ne comprennent strictement rien à Lacan, mais surtout ne veulent rien en comprendre. Et là, ce film est exemplaire de ça, parce que justement, là je vous raconte aussi le synopsis rapidement, mais c'est un professeur d'université qui donne ce cours sur Lacan, et à un moment, il parle de ce qu'est le fantasme, et devant vraiment un amphithéâtre d'étudiants, il a des questions, etc. Et apparemment, il incarne la position lacanienne
donc du fait que la réalité telle qu'elle se présente à nous est soutenue par notre fantasme, etc. Et donc ceci, c'est très intéressant. Alors, il est aussi impliqué aux États-Unis, donc dans la dimension politique, et on verra aussi tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire la dimension politique de l'inconscient. Pourquoi Lacan dit l'inconscient c'est la politique, alors que c'est pareil, c'est ce qui sont le plus éloignés. Parce que l'inconscient, le travail de la psychanalyse, c'est censé être sur un divan, et puis ça concerne la subjectivité, la mise en scène de l'inconscient pour un sujet avec un analyste placé en position d'objet A. Donc, où est la politique là-dedans? Eh bien, vous verrez que c'est paradoxal, mais en fait, il n'y a pas plus politique que la psychanalyse. C'est pour ça que Lacan dit l'inconscient, c'est la politique. Donc, l'acteur principal joué par Kevin Spacey est impliqué dans une lutte contre la peine de mort aux États-Unis. Et c'est apparemment un très gros truc. Et il se fait piéger par une étudiante qui lui fait des avances, etc. Il refuse, bien sûr, il refuse de manière assez noble et drôle en plus au début. Et ensuite, dans une soirée où il a bu, elle met en scène quelque chose d'assez pervers et redoutable. Il se laisse prendre dans le piège et elle le piège complètement. Et donc, il est accusé de viol, il est chassé de son université, son nom est honni, etc. Et il finit par se sacrifier aussi. Il est dans une prison, dans les cellules des condamnés à mort, et il va raconter son histoire à une journaliste qui fait venir pour lui expliquer qu'il est innocent de tout ça, mais qu'au fond, c'est son destin d'être là, et qu'au fond, ça sert la cause qu'il a toujours défendue. Mais il voudrait quand même que la vérité éclate, au moins pour son fils qu'il n'a plus revu, etc., son petit enfant qu'il a perdu dans l'histoire, parce qu'il est parti avec sa mère en Angleterre, etc. Et donc, il y a aussi là une dimension sacrificielle. Il se sacrifie, ce en quoi, effectivement, il n'a strictement rien compris à Lacan, alors qu'il en est le représentant. Ça, il n'y a pas besoin de chercher loin, aux États-Unis, il n'y a pas besoin même d'aller aux États-Unis. En France, dans les institutions psychanalytiques, là, ceux qui se prétendent représenter Lacan, qui ont fait aussi leur trademark, ils sont exactement dans cette psychologisation de la politique, de l'inconscient, et donc ce déni de la dimension politique à proprement parler, qu'on ne peut retrouver, parce que comme par hasard, ce sont tous des opposants radicaux à Hegel, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais rien compris à Hegel et qui vomissent et qui méprisent Hegel. Donc ça, je fais une petite aparté parce que je peux vous dire tout ça. J'ai redécouvert une série de conférences d'un monsieur qui s'appelle Dominique Pagagne, qui a fait des conférences sur Hegel qui sont remarquables. Alors, c'est pas parce qu'il est corse, mais bien sûr, ça fait plaisir aussi, et que la Corse ne soit pas seulement connue pour le figaté et certaines explosions ou règlements de compte expéditifs. Il y a aussi des gens sérieux en Corse qui travaille bien, et donc c'est un très fin connaisseur de Hegel, ce qui en plus se confirme par le fait que quand on lui pose des questions sur Hegel, il dit « je ne suis pas spécialiste ». Il connaît très très bien. Et donc lui, je le cite là parce que dans la dimension politique qui nous occupe aujourd'hui, il a fait un petit truc sur la commémoration qui va venir, les 50 ans là de mai 68, et il cite un sociologue qui s'appelle Kluskar et qui lui dit que après les 30 glorieuses, là nous venons de connaître les 40 honteuses. Et les 40 honteuses sont 40 années de domination de la contre-révolution par rapport à la révolution. Et donc ça, on va voir ça avec, et c'est pour ça que je l'ai écrit il y a peu de temps, mais vous le savez, je suis tout à fait d'accord avec ce Pagagne, Dominique Pagagne, c'est que pour moi le seul philosophe français qui sauve l'honneur de la philosophie en France après-guerre, c'est Merleau-Ponty. Je balaye maintenant même vis-à-vis de Zizek, je suis
plus tellement d'accord avec ça. Je nie pas qu'il y a de très bonnes pages dans Deleuze, dans Derrida, dans Foucault, etc. Mais au fond, ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont dans le déni de la véritable révolution dans la pensée qu'a amené Hegel, et que c'est cette révolution dans la pensée qui va amener la psychanalyse. C'est parce qu'il y aura eu Hegel que la psychanalyse aura pu avoir lieu avec Freud, et surtout après avec Lacan, parce que lui ayant suivi de manière très intense l'enseignement d'Alexandre Koyev, avec Queneau, etc., avec plein de batailles, tous les gens intelligents de l'époque, il a intégré vraiment ce qu'il en était de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et même de la science de la logique. Et donc, ça, c'est tout le tour de force de Zizek d'avoir retrouvé ça et montré ça. C'est-à-dire que là où Lacan est le plus hegelien, c'est pas dans les références explicites qu'il fait à Hegel. Et Dieu sait s'il en fait. Parce que dans les 15 000 pages de Lacan, je crois que Hegel, c'est le premier ou le deuxième nom propre le plus cité. Donc il fait des références très explicites à Hegel, mais ce n'est pas tant dans les références explicites, c'est dans l'intégration même de la logique et de l'avancée hegelienne que Lacan est le plus hegelien. Donc je persiste et je confirme, sans avoir saisi en quoi consiste véritablement l'avancée hegelienne, c'est impossible de comprendre Lacan et de rentrer dans Lacan. Ce sont juste des petites approximations qui deviennent après des psychologisations de situations, etc. C'est pas là que ça se joue. Donc on a ce deuxième film là avec cette notion de sacrifice, et on a le troisième film qui est un film plus ancien, donc qui est celui de Roberto Rossellini, qui s'appelle Stromboli. Et donc Stromboli, c'est peut-être la mise en scène la plus évidente de la situation de Roberto Rossellini lui-même, puisque je vous l'avais déjà raconté dans l'histoire de la rencontre entre Roberto Rossellini et Ingrid Bergman. Donc Ingrid Bergman fait un sacrifice énorme par amour pour Rossellini, qui ne la connaissait pas, mais elle avait vu ses films à New York, donc elle décide de quitter son statut de star internationale du cinéma pour venir le rejoindre en Italie, et donc lui, il n'a de cesse que de montrer que de ce sacrifice-là qu'elle a fait, lui n'est pas à la hauteur de ce truc-là. Et donc il met en scène, notamment, bon, il y a aussi Voyage en Italie, il y a d'autres films où il essaye de rendre compte de ça, de la position justement féminine. Et dans Stromboli, en gros, Ingrid Bergman se retrouve pour sortir d'une situation complexe à épouser un pêcheur d'un village de pêcheurs de l'île sicilienne. Et là, elle tombe dans une espèce de monde patriarcal, extrêmement rude, où justement il n'y a aucun espace de liberté pour elle. Elle se sent sous l'emprise de tout le monde. Elle ne peut pas se soustraire à l'emprise de son mari qu'elle n'aime visiblement pas, ni ou plus. Et un beau jour, elle gravit la montagne, et là, elle se retrouve face au volcan, Stromboli, et elle a une sorte d'épiphanie parce qu'elle touche au réel. Le volcan, c'est ce qui, dans l'île, est plus que l'île elle-même. C'est la puissance même tellurique qui donne les îles. Donc, elle se retrouve confrontée à une espèce de réel innommable et impossible, et elle perd. C'est là l'épreuve de ce qu'on appelle en psychanalyse la destitution subjective, c'est-à-dire qu'elle perd tout ancrage dans l'autre. On n'a plus aucune idée de quelle société elle fait partie, quelle est son histoire, etc. Par cette confrontation directe avec le volcan. Et quand elle se réveille de là, Rossellini dira que, eh bien,
il ne sait pas ce qui se passe pour elle. Si elle revient dans l'île avec son pêcheur ou si elle part ailleurs, mais quoi qu'il se passe, sa position subjective aura radicalement changé. Dammi la forza, la comprensione, il coraggio. Ça fait 3 films et 3 éléments de situation qui nous permettent de rendre compte de la notion de sacrifice. Et donc, comment le relier? Alors, j'ai voulu aussi parler de l'amour, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des espèces de chantres de l'amour, soi-disant, etc. En fait, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'amour, la plupart du temps. C'est vraiment... Alors, pour reprendre Freud, que Reich lui-même dit, l'amour, c'est une impulsion sexuelle réprimée quant au but. Donc, c'est pas très flatteur pour l'amour, a priori. On va retrouver là aussi avec Lacan la dimension de l'amour en tant qu'un sentiment comique. Donc, on met en scène le désir d'abord, et puis après, plus tard, il réhabilite l'amour. Mais c'est au bout d'une épreuve. C'est pas quelque chose qui est accessible comme ça, ex abrupto, et qu'on peut aimer, et que c'est ça l'amour, etc. Donc on rappelle que pour les Grecs anciens, il y avait 4 mots pour l'amour. Donc il y avait Eros, qui concerne l'amour sensuel, donc l'attirance des corps et cette espèce d'ivresse qu'il peut y avoir. Il y avait Philia, donc l'amour amical, c'est-à-dire pour le coup un amour qui est effectivement inhibé quant au sexuel. Il y avait agapé, un amour très élevé, l'amour politique qu'on retrouve chez le Christ, ou aussi chez les psychanalystes. Ce qu'il doit avoir lu, en tout cas chez les psychanalystes, c'est l'amour du lointain. C'est l'amour du prochain qui est devenu lointain. C'est-à-dire que c'est un amour sans rien attendre en retour. Puisque justement, l'analysant doit récupérer toute la mise de son investissement transférentiel. Et puis, l'amour familial, bon, ça, j'en parle moins, parce que lui-même, c'est 3 ou 4, mais le 4 reprend les 3. Donc, il y a dans l'amour familial les 3 mouvements de cet amour-là. C'est-à-dire l'érotique, au départ, parce que c'est ce que montre Freud, il y a de la part des enfants, en tout cas, c'est ce que veut dire quand je dis qu'un enfant ne peut pas mère polymorphe. Ça ne veut pas dire le jugement moral sur l'enfant tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inhibition encore là quant au désir sexuel qui se manifeste de l'enfant vers les parents. Puis ensuite, ça passe au niveau de la filia et de l'agapé. Donc c'est comme ça que c'est censé, justement, on est censé se libérer de la généalogie et de notre emprise dans la généalogie, parce que justement les enfants ne peuvent pas aimer leurs parents, a priori. Alors après, ça s'avère la plupart du temps un amour impossible et douloureux et ruineux la plupart du temps, parce que justement il y a de tels enjeux libidinaux qui n'ont jamais été résolus que c'est ce qui va amener justement ces gens-là au sacrifice. Ils vont sacrifier quelque chose. Alors, je vais revenir 2 secondes sur cette notion de sacrifice pour bien essayer de la replacer dans son origine, la manière dont elle se présente a priori. Donc vous avez vu que dans les populations primitives, par exemple, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices, par exemple, vous avez entendu parler de sacrifices Inca ou Aztèques, mais même dans la Grèce antique, on sacrifiait aux dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quel est le sens de ça? Aujourd'hui, ça nous paraît absurde, parce que vous direz, mais pourquoi sacrifier des animaux à des dieux?
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que est-ce que ça veut dire qu'ils étaient plus stupides que nous? Il suffit de regarder autour de nous pour s'apercevoir que c'est pas possible d'être plus stupide que nous. La société de la philosophie. Donc, il y a forcément autre chose. Hein, de quoi ça parle, un sacrifice? Un sacrifice, étymologiquement, ça veut dire faire du sacré. Fait du sacré dès que on considère qu'il y a une instance autre, inaliénable, qu'on perçoit d'une certaine manière, mais avec laquelle on ne peut pas avoir de commerce. On ne sait pas ce que c'est, ni où c'est, ni ce que ça fait. Et donc, la notion de sacrifice, elle est essentiellement, donc, faire ce sacré, là, c'est trouver une place, en quelque sorte, où on puisse s'assurer de la présence de l'autre, en lui offrant quelque chose. Et que, si cet autre-là se manifeste, tant mieux pour nous, mais s'il se manifeste pas, ça veut dire que peut-être on n'a pas bien fait ce qu'on devait faire. Mais en tout cas, ce qu'on aura réussi par le sacrifice, c'est à donner une existence positive à l'autre. S'assurer qu'il y a vraiment de l'autre. Un autre substantiel qui est là et qui pourrait être un sujet avec qui on pourrait éventuellement avoir une relation d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça, c'est la notion de sacrifice. Alors, il ne faut pas croire que ce qui paraît très archaïque comme ça, ce soit très éloigné de nous. Et c'est là où, justement, il nous faut revenir sur l'enseignement hegelien, sur ce qu'il appelle, donc, lui, le désir de reconnaissance et la dialectique entre le désir de reconnaissance et la reconnaissance du désir. Et là, alors, on se rend compte de quelque chose, et on se rend compte aussi de la puissante imprégnation hegelienne chez Lacan. C'est que quand... alors, Dominique Pagan, il raconte cette expérience que je trouve très belle. Je vais reprendre son exemple parce que je trouve qu'il est remarquable. On peut en trouver des centaines d'exemples comme ça. Mais lui, il raconte que... Alors, il a beaucoup été en Afrique et il a traversé l'Afrique. Et en traversant le désert, donc, il dit qu'il est dans sa Jeep, comme ça, et puis il s'arrête et il dit, vous croyez que vous êtes seul dans le désert, mais vous n'êtes jamais seul. Ça, on peut comprendre ça aussi quand on connaît le maquis corse. Vous êtes allé très loin dans des méandres impossibles. Vous croyez être seul, mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Donc, dans le désert, hop, d'un seul coup, 3 enfants qui arrivent, des enfants de Touareg, et avec un bidon, un jerrycan, quelque chose pour avoir de l'eau. Alors évidemment, ils donnent l'eau. Et le premier geste que font ces enfants, plutôt que qu'ils sont assoiffés de se jeter sur l'eau comme ça, c'est ils versent 3 gouttes d'eau dans le sable. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils font ? Alors évidemment, l'histoire ou le mythe va dire, bah oui, on remercie les dieux de nous avoir... Donc c'est une notion de sacrifice, on sacrifie un peu d'eau pour les dieux. Mais en vérité, ce qu'il y a derrière cette notion de sacrifice, c'est une lutte pour la reconnaissance. C'est-à-dire que pour les enfants, oui, toi tu es un occidental qui vient avec ta voiture, etc. Tu es riche, tu es puissant, etc. Mais nous, on est aussi humains que toi. C'est-à-dire qu'on ne se jette pas sur la nourriture. On n'est pas des animaux. Alors c'est pas méprisant pour les animaux ce que je dis là, mais Pagan y en parle aussi. Le chien le plus adorable, le toutou le plus mignon du monde, quand vous lui mettez sa gamelle, il va pas dire à un autre chien, vas-y, après toi, je t'en prie, serre-toi le premier, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de reconnaissance. Il se jette directement dessus. Et même si sa maîtresse bien-aimée lui enlève la gamelle, il risque de la mordre. Donc il y a quelque chose qui vaut plus que la vie elle-même. Pour les êtres humains. Il y a quelque chose qu'ils vont... qui va les faire agir d'une telle manière que ça transcende toutes les logiques, parce qu'il y a quelque chose qui compte plus que tout,
c'est le fait d'être humain et de vouloir la reconnaissance d'un autre humain pour ça. Puisque cette lutte de la reconnaissance, elle est toujours, comme dit Hegel, la mise en scène d'une conscience de soi, en soi et pour soi, qui ne devient conscience de soi qu'en présence d'une autre conscience de soi avec qui elle joue cette conscience de soi. Donc il y a toujours un enjeu de reconnaissance vis-à-vis de l'autre. Et cet enjeu-là, c'est ce qu'on va retrouver donc dans le stade du miroir et après dans le dépassement du stade du miroir, et ce qu'on retrouve avec Freud dans la métapsychologie, c'est-à-dire sa mise en place de la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, au-delà de tout, compte plus que tout. C'est d'être reconnu en tant qu'humain. Tu voulais poser une question ? Et donc cette mise en scène là, on la replace bien sûr dans cette notion de sacrifice lié à l'amour, c'est-à-dire qu'on a c'est quelque chose d'abstrait. On n'est pas conscient qu'on fait ça, mais le minimum, par exemple, de notre politesse, du fait d'être poli, d'être courtois les uns avec les autres, est lié totalement à ce désir de reconnaissance qui fonctionne comme une reconnaissance de Dieu. Et c'est ce qui nous fait humains et ce qui nous humanise. Voilà. Donc là, nous avons la manière dont l'intersubjectivité entre deux sujets va se déployer toujours en fonction d'un objet qui fait la médiation. Ça, c'est Hegel. C'est toujours, il y a trois, parce que la dialectique, c'est toujours trois. Et là, vous avez donc l'objet petit a de Lacan, etc. Sans saisir ces instances-là et ce fond-là sur lequel s'origine la psychanalyse, c'est impossible de conduire une cure, tout simplement. Parce que, de quoi vous parlez? Sinon, c'est du comportementaliste, c'est du coaching, la psychologie. C'est au fond une sorte d'adaptation aux conditions de la réalité. Mais c'est là où, justement, on retrouve la grandeur de la psychanalyse, qui est totalement, mais pas totalement, mais qui est la plupart du temps méconnue, parce que, justement, elle trouve sa connexion avec le plus haut moment de l'idéalisme allemand que constitue la logique, la dialectique de Hegel. C'est-à-dire que la réalité ne nous est pas imposée de l'extérieur, mais elle est posée par le sujet lui-même. Ce que Freud traduira par le fait que la société, ce qu'on appelle la société, c'est pas quelque chose qui nous préexiste et qui doit nous imposer ses lois, puisque la société n'est rien d'autre qu'en fait notre propre refoulement. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'influence et que ce n'est pas quelque chose qui va surdéterminer nos comportements, mais ça veut dire que si on prend la société comme quelque chose qui nous a imposé de l'extérieur et avec lequel on a composé et que nous devrions nous adapter à cette réalité-là, nous sommes complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire à côté de la plaque de l'enseignement hegelien et donc aussi du développement de la psychanalyse de Freud à Lacan. Donc quand je dis tout à l'heure Merleau-Ponty, j'en ai parlé, mais je voudrais le redire parce que ça me plaît beaucoup la manière dont il a dit la chose à une époque. Donc c'était à Pagani en parle aussi. C'était une petite conférence qui s'appelle Éloge de la philosophie, où il dit clairement soit nous allons au vrai avec les autres, soit ce n'est pas au vrai que nous allons. Donc ça veut dire que lui, il a intégré cette notion que l'intersubjectivité, c'est pas l'intersubjectivité abstraite habermasienne. Il y a toujours un objet entre. C'est là où c'est dialectique, justement. C'est-à-dire que là, l'objet, c'est le vrai. Mais le vrai, il faut pas le prendre comme la valeur de la vérité. Là, il faut le prendre comme quelque chose qui s'incarne dans un objet, justement. Quelque chose qui vient entre les deux pour permettre qu'il y ait justement cet enjeu de reconnaissance qui joue. Alors évidemment, dans
la dialectique du maître et de l'esclave, mais ça peut-être je ferai un séminaire spécial là-dessus parce que sinon après je vais être trop long, mais la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, c'est vraiment le sommet de la possibilité du sujet. Alors en quoi c'est révolutionnaire ? Eh bien, c'est révolutionnaire parce que il y a dans cette approche-là, et c'est très curieux parce que Hegel se situe sur un certain plan qui peut faire penser que, par rapport à la dialectique de Platon, il propose absolument autre chose, etc. Eh bien, non. Hegel rend hommage à Platon et il rend compte du fait que Socrate, en fait, a inauguré ce qu'il appelle lui-même, il le cite, la révolution mondiale. La révolution mondiale, c'est justement la possibilité pour... Platon avait la possibilité à l'époque, donc, puisqu'il sent quelque chose qui se passe dans la cité athénienne juste avant qu'elle soit absorbée par l'Empire, et donc on peut dire que Socrate, Platon, Aristote sont les derniers vestiges de la résistance absolue à la dilution de la cité dans l'Empire, et donc l'oubli, la perte de cette liberté, et ils assistent là à l'émergence de la liberté subjective infinie telle qu'on peut la ressentir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, peu importe ce que je vois, ce que j'entends, etc., je suis libre. Au fond de moi, je suis infiniment libre. Eh bien, ça, c'est apparu sous Platon. Et Platon, au lieu justement, de créer un système qui permet de contrôler ça, parce que ça a un côté inquiétant, ça va faire s'effondrer l'ordre patriarcal, la cité, etc. Au contraire, il va dans ce sens-là. Et c'est ce que reconnaît Hegel, et que pour lui, la République de Platon, ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre d'un muss sein. Muss sein, ça veut dire devoir être en allemand. Parce que, évidemment, là, il faut comprendre que tout ce qui est de l'ordre du devoir être est à évacuer quand on est hegelien. C'est-à-dire que quand on est hegelien, on ne va pas dire à l'État ce qu'il doit faire, aux autres ce qu'il doit faire, etc. On va juste essayer de voir et de comprendre ce qui est. Pourquoi c'est comme ça ? Et donc c'est la fameuse phrase de Hegel, tu ne peux pas être plus que ton temps. Tu peux être ton temps, mais pas plus que ton temps. C'est-à-dire toutes les déterminations, c'est en ça aussi où c'est marxien. Bon, Marx, c'est le premier lecteur de Hegel. Hein. Donc, notre manière de juger le passé, notre présent, etc., elle est liée au signifiant de l'époque. C'est-à-dire dans quelle époque nous sommes pris. Nous sommes intégralement déterminés par ça. Donc la seule chose que nous ayons à faire, si nous voulons penser notre époque, c'est-à-dire justement, comme je vous disais tout à l'heure, des déterminations qui vont faire que nous sommes comme nous sommes, en faire une détermination que je m'applique à moi-même. Donc, le minimum de distance où je reconnais ce qui est comme détermination comme étant le fruit de l'esprit. L'esprit, c'est pas quelque chose de vaporeux, etc. Pour Hegel, c'est l'histoire elle-même. C'est-à-dire l'histoire qui fait que on ne pense pas de la même manière dans notre période du capitalisme avancé qu'à la fin du Moyen-Âge, qu'à l'Antiquité grecque, qu'au début de la révolution industrielle, etc. C'est la manière dont l'esprit se dépose, il appelle ça l'esprit objectif, dans les outils de l'histoire, les outils humains qui font que nous reprenons, chaque génération ne reprend pas à zéro toute l'histoire de l'homme, mais la reprend à un moment donné. Donc, par rapport au règne animal, le système de communication des abeilles, par exemple, qui est très performant, elles font un signe qui ressemble à l'infini, et puis elles racontent quel type de fleurs il y a et où aller butiner, etc. Mais c'est le même depuis des millions d'années, ça ne changera pas. Tandis que nous sommes dans un process qui est très différent de celui-ci, parce que nous sommes justement chassés de la nature. C'est-à-dire, nous sommes c'est là où on rentre en jeu le zone politikon. C'est-à-dire que l'homme, comme le dit Hegel, le bébé, c'est déjà un être humain en soi, mais ce n'est pas encore un être humain pour soi. C'est-à-dire qu'il aura dû faire lui-même le travail
d'humanisation, c'est-à-dire de sortie d'une pure réplication de réflexes comportementaux pour reprendre la flèche là où elle a été laissée et la porter plus loin. Ce en quoi la phénoménologie de l'esprit, c'est une histoire de l'esprit. C'est la manière dont l'esprit se dépose d'époque en époque, et nous ne pouvons pas être plus que notre époque. Mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer de voir et de comprendre notre époque. À partir de ça, nous avons accompli notre travail. Alors c'est la fameuse phrase de Hegel sur la chouette de Minerve qui dit « La philosophie arrive toujours trop tard pour modifier le monde ». C'est la chouette de Minerve qui s'envole à la tombée de la nuit, c'est déjà fait. Mais ça veut pas dire que ça ne sert à rien, ça veut dire que ça doit me servir dans ma subjectivité à comprendre et à faire un état des lieux, en quelque sorte, de l'époque dans laquelle je vis, parce que je ne peux pas dépasser cette époque. Mais par contre, si je peux dire ce qu'est cette époque, j'ai accompli ce qu'il faut de mon travail. Et aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est dans le Muss-Sein, comme disent les Allemands, donc Beethoven y compris, ce qui doit être. Mais enfin, je dis pas qu'ils disent ça, qu'ils préconisent. C'est l'expression allemande. Hein, l'expression allemande, ça doit être comme ça. Mais en fait, dès qu'on dit ça doit être comme ça, qu'on doit. Alors, qui est-ce qui dit ça doit être comme ça? Qui caractérise toujours ça? Les médias. Oui, les médias, mais la gauche, etc. C'est que c'est ne pas prendre compte ce qui est, mais dire ce qui devrait être. Et ça fait en sorte que ce qui est continue à être ce qui est, puisque tu ne l'analyses jamais. Tu ne fais que le perpétuer. C'est la manière dont Lacan dit à nourrir le symptôme de sens, on ne fait que lui donner continuité de subsistance. Donc c'est une certaine manière de se placer subjectivement, une manière où je suis extérieur à moi-même. C'est Lacan dit mon sujet est décentré. C'est-à-dire si je suis perdu dans l'infini de mes pensées, etc., dans une espèce de néo-bouddhisme, orientalisme à la mode, etc., là, je suis totalement dans le rêve de l'époque, mais je suis pris dedans. Je n'ai aucune possibilité de juger l'époque. Donc, il faut avoir une vision extérieure, c'est-à-dire être orienté vers l'extérieur. Et ça, justement, c'est lié au fait qu'il y a un passage pour nous en tant que... Alors, Hegel en parle très bien, bien sûr, de la manière dont nous sommes, nous, des zones politicones. C'est-à-dire des animaux politiques, ce qui veut dire des animaux parlants. Alors, comment expliquer ça? Bien comprendre ça. C'est que, aujourd'hui, par exemple, ce qui prédomine, c'est une espèce d'idéologie écologiste. Il y a rien de plus stupide et illettré que ça, et plus anti-philosophique, et plus conformiste que ça, c'est-à-dire pour faire rester les choses telles qu'elles sont, puisque l'histoire de l'homme répond intégralement du fait qu'il y a une zone politikon. C'est-à-dire que, en fait, c'est les cités, polis, c'est la cité. Aujourd'hui, en tant que politique, on s'imagine le cirque de la société du spectacle avec Macron, Hollande, tous les guignols là, et on s'imagine que c'est ça la politique. Mais ça n'a rien à voir avec ça, la politique. Au départ, politikon, ça veut dire de la cité. Et la cité se définit par rapport à la physis, c'est-à-dire la police ou la physis. Et l'homme, justement, comme la nature tend à le réabsorber et à le tuer, parce que aujourd'hui, tout le monde est dans le fantasme de la nature, des gens qui vivent. Le plus stupide, je crois que c'est Nicolas Hulot. Là, d'ailleurs, bon, c'est pas dommage qu'il lui arrive parce qu'il est tellement crétin, ce type-là. Mais espèce d'apologie de la nature naturante, la terre-mère, etc. Comme si on recrée de l'autre là une espèce de dieu primitif, une mère originelle, mais sans se rendre compte que dès que s'il n'y a pas notre possibilité d'être politikon, c'est-à-dire d'être avec un autre dans une structure qui est de l'ordre de la culture et à partir de quoi on peut se définir hors de cette nature-là, on ne peut même pas la penser. Et on se fait bouffer. Hein ?
Donc cette dimension-là, hegelienne, permet aujourd'hui de replacer l'ordre des choses et de faire en sorte de comprendre qu'il y a en fait déjà peu de philosophes, que la plupart des philosophes consacrés sont à jeter à la poubelle. Les psychanalystes, c'est encore pire, je dirais. Et donc, il reste très peu de points de repère et surtout, nous vivons là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'amorce, qui peut s'amorcer maintenant, bien que je considère notre cause comme une cause perdue, enfin, défendre la cause de la psychanalyse ou la cause de l'esprit, etc., c'est pas des causes gagnées d'avance. C'est comme si on se heurtait aux vagues de l'océan avec une coquille de noix, donc on n'est pas fou non plus. Mais il n'empêche que il s'agit de se rendre compte que nous vivons dans une époque totalement contre-révolutionnaire. Et donc ce ne sont pas des philosophes, ce sont des sophistes, justement. Puisque la phrase de Merleau-Ponty avec le vrai, c'est-à-dire que c'est avec les autres mais sans le vrai. C'est qu'il n'y a pas de notion de vrai. C'est juste des avocats de leur propre cause, de leur propre ego, de leur propre moi. Ils mettent en scène leur propre. Regardez Bernard-Henri Lévy, regardez Onfray, regardez Miller, regardez Soler, regardez-les. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène leur propre importance qu'ils s'accordent à eux-mêmes, mais en aucun cas l'idée du vrai est ce qui domine leurs propos. Donc, la remise en perspective de la psychanalyse, en tout cas telle que la propose Lacan, d'un bout à l'autre, parce qu'il y a 15 000 pages de Lacan, et je peux vous dire qu'il n'y a pas une erreur de syntaxe là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une précision de la syntaxe. Alors bien sûr, il revient, mais ça c'est le propre des grands esprits. En 1950, il va dire un truc, en 60, il va dire ouais, j'avais dit ça, mais non, maintenant c'est ça. Et en 70, pareil. Mais ça c'est le propre des grands esprits. C'est-à-dire que c'est juste, on met assez de rigueur dans le travail qu'on fait, on s'engage assez dans le travail qu'on fait pour pouvoir revenir sur ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, j'ai appris justement que c'était aussi le cas de Nietzsche, puisque Nietzsche, vous savez, après avoir été très ami et très proche de Wagner, il a rejeté Wagner. Et puis, quand on lui présente l'idée de Parsifal, qu'on lui parle de Parsifal, qu'on lui raconte ce héros Parsifal qui est mu par la piété, etc., et que c'est l'anti quelque part. Comment il s'appelle celui qui est à l'inverse Qui ça? Non, j'ai le Uberman chez Nietzsche. Non, celui dans le ring, dans les opéras précédents, celui qui fracasse tout le monde là, avec Brunehilde après, etc. Ah bon. Voilà, Siegfried. C'est le contraire, c'est-à-dire que Parsifal, lui, il est et Nietzsche dit encore cette décadence de Wagner, etc. Et il entend le Parsifal et il écrit tout de suite et il dit je me suis trompé intégralement. C'est magnifique, c'est sublime, c'est l'opéra le plus sublime que j'ai entendu, etc. Donc c'est pas interdit de se tromper. c'est pas ce qui compte. D'ailleurs, quand j'enseigne l'art graphique, je dis que vous devez vous tromper, parce que sinon vous n'apprenez rien si vous vous trompez pas. Vous êtes là dans une espèce d'illusion qui est gouvernée par cette société dont les signifiants sont faibles. Donc, mais insistants. Et donc on est toujours dans le truc que il faut bien faire, etc. Ou je me contente d'un petit truc. Non. Il y a quelque chose à tenter et se tromper, c'est justement la marque des meilleurs, surtout de le reconnaître de cette manière-là. Ah oui, alors l'inconscient c'est de la politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que polis, politikon, donc police, politikon ça vient de police. Donc ça veut dire que c'est dans l'échange des signifiants avec d'autres qu'il y a de la politique. Donc l'inconscient, si nous n'étions pas... Il n'y a pas d'inconscient chez les animaux. Si nous n'étions pas a priori
des êtres sociaux, il n'y aurait pas d'inconscient. C'est parce que nous formons des sociétés et que, alors là, tu me donnes l'occasion de revenir sur quelque chose de drôle, c'est aujourd'hui toutes les théories qui disent oui, l'homme était d'abord seul, et puis il a décidé de se mettre à plusieurs pour chasser le mammouth parce que c'était plus efficace, tout ça. Et ça, Marx, qui avait beaucoup d'humour, comme tous les gens intelligents, donc il appelait ça des Robinsonades. C'est-à-dire qu'il s'imaginait, c'est des gens qui s'imaginent des trucs comme ça, mais en vérité, nous sommes tous déjà a priori intégrés dans une société. Alors au début, c'est une famille, puis c'est une communauté. Et ensuite, avec l'avènement grec, la polis, ça devient une cité. Et donc c'est le fait qu'il y ait des paroles qui vont surdéterminer notre destin. Et donc ce qui va faire que la cité elle-même va être dans la perspective de l'homme en général, c'est ça, la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle politique, disons que ce soit le spectacle ou la gestion administrative des affaires publiques, c'est-à-dire des gens qui vont gérer administrativement avec des ministres, ça vient de là, ça veut dire petit ministre entre parenthèses, il ne faut jamais oublier, donc qui vont gérer les flux financiers générés par l'impôt, etc. Et donc c'est la gestion administrative des affaires publiques, c'est pas privé. Et la politique originellement, c'est comment on passe de la famille à la communauté et de la communauté à la société. Alors j'avais dit dans le dernier séminaire, la communauté, je en avais parlé un peu justement, c'est là où chaque sujet est amené à sacrifier une partie de sa jouissance pour le bien de la communauté. On retrouve ça par exemple dans une équipe de rugby. C'est dans une équipe de rugby, tu dois privilégier toujours l'équipe à ton propre détriment. T'es gourmand, t'as envie d'aller marquer l'essai tout seul, mais tu sais que non seulement avec les autres tu y arriveras pas, mais si tu le fais sans les autres et que tu rates, t'as fait perdre toute ton équipe. Donc tu sacrifies une partie de ta jouissance et tu donnes le primat au collectif. C'est ça le début du politique. C'est-à-dire que c'est la communauté qui va se développer jusqu'à la cité grecque, mais ça reste une cité et ça reste gérable, entre guillemets, tant qu'il y a un effet de nombre qui n'est pas dépassé. À partir de 200 000 habitants, à peu près, c'est-à-dire je crois que c'est la taille d'un arrondissement parisien ou c'est la taille d'Athènes à l'époque où ça a débordé avec les commerces avec les Phéniciens, et bien après ça s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité que les parties et le tout s'agrègent de telle manière qu'il y a un autocontrôle des uns sur les autres. Parce qu'évidemment, ce dont je vous parle là, c'est que ces éléments-là, s'ils ont été intégrés et reconnus, donc ça c'est le travail de l'analyse, c'est d'en faire une position d'énonciation. C'est pas tant d'arriver à le dire ou à le réciter et le répéter, mais que ce soit intégré de telle manière que ça affecte directement ma position de sujet. De la même manière que dans le film de Stromboli, ça a affecté directement la position du sujet de Hendrik Bergman de se confronter au réel de l'éruption volcanique de Stromboli. Donc c'est ce qui est censé se passer en psychanalyse, mais je dirais que la première partie de la passe, en quelque sorte, c'est déjà d'avoir intégré cette dimension-là, qui est une dimension, à proprement parler, révolutionnaire, puisque ça permet de faire en sorte que ce soit les hommes eux-mêmes qui créent les hommes. Il ne faut pas attendre quelque chose de représentant supérieur ou de quoi que ce soit, mais même de ceux qu'on élu et qu'on passe en position d'être des élus. Puisque, comme dit le proverbe Hopi, nous sommes déjà ceux que nous attendons. Voilà. Oui, l'antisystème fait toujours partie du système parce que il ne dépasse jamais l'horizon du système. Il faut qu'il y ait recours à cette dimension transcendante qui est la reconnaissance du désir, en gros, mais
cette transcendance-là, elle n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Elle est inscrite en nous comme la part en nous qui est plus que nous-mêmes. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre ce que c'est l'objet petit a pour l'autre. Parce que nous n'y actionnons pas vraiment. C'est-à-dire nous la mettons en acte, mais nous en sommes inconscients parce que l'inconscient, on n'est jamais plus inconscient que de la manière dont on se définit et se détermine soi-même. C'est là où il y a le plus d'inconscient. Donc c'est toujours en présence de l'autre, il faut qu'il y ait de l'autre. Parce que s'il y a de la communication, s'il y a de l'autre, c'est pas parce que nous avons une tendance naturelle à aller chez les autres. D'ailleurs, naturel serait pas le mot, ça veut dire natif, nativité. Mais en même temps, oui, c'est à réfléchir, parce que c'est le fait que nous soyons des êtres de néothénie. C'est-à-dire qu'on arrive au monde et on ne peut rien faire, on ne sait rien faire sans quelqu'un d'autre. Il faut toujours qu'il y ait de l'autre. Donc l'autre est toujours un a priori pour nous radical, on ne peut jamais s'en passer. Alors évidemment, on peut faire évoluer ces figures de l'autre et notre rapport à l'autre, jusqu'au stade de la psychanalyse où S de abarré, ça veut dire que j'ai compris que l'autre en tant que sujet ne pouvait pas exister. Donc à ce moment-là, je ne peux plus aller dans le sacrifice, puisque l'autre, c'est un schème mort qui détermine mes comportements, mais il y a personne derrière, il n'y a pas de sujet. Donc quand on dit aujourd'hui théorie du complot et tout ça, c'est une double erreur, parce que d'abord c'est pas une théorie, mais ça c'est très courant, le fait d'employer ce mot à contresens absolu, parce que théoria en grec ancien ça veut dire voir, et donc la théorie, c'est pas quelque chose d'abstrait, paradoxalement. Enfin, c'est abstrait, mais par rapport à quelque chose de concret. C'est quand je fais des statues, et au bout d'un moment où je taille le marbre et que je le fais de telle et telle manière, m'arrivent des lois internes à ma manière de faire et à la manière dont le marbre, qui vont m'amener à échafauder quelque chose qui va m'aider. Donc la théorie, c'est ce qui vient de là. Ça vient d'une pratique. Ça s'oppose pas à la pratique, la théorie. La théorie, c'est la pratique élevée à un niveau supérieur. Donc, théorie du complot, déjà théorie, le mot est faux, comme théorie du genre, mais ça j'en ai déjà assez parlé. Et complot, complot, il n'y a pas de complot parce qu'il n'y a pas de comploteur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière la machine, c'est le langage lui-même. Et c'est là où aussi on peut faire retour à Hegel, c'est-à-dire pour Hegel, ce sont les notions. En fait, il n'arrive pas quand même jusqu'au niveau de Lacan, où Lacan dit, mais Lacan ne fait que poursuivre, c'est-à-dire il ramasse la flèche de Hegel et il la pousse une case plus loin pour que justement nous puissions nous en saisir. C'est-à-dire que ce sont les notions elles-mêmes qui se font la guerre entre elles, les notions, les mots, les concepts, et dans leur combat, pour mener leur combat, elles utilisent les passions des hommes pour ça. C'est pour ça que Lacan dit le sujet ne parle pas, il appréhende, il est parlé et c'est par là qu'il s'appréhende. C'est-à-dire qu'on ne peut saisir en analyse la dimension du sujet qu'à travers la parole de l'analysant, en écoutant logiquement à partir du dit ce que ça veut dire sur le sujet qui dit, celui qui dit ce qui est dit, et qui n'est pas le sujet de la grammaire, le sujet grammatical, qui n'est pas le jeu, mais qui est celui qui dit jeu. Donc le langage est organisé de telle manière que nous sommes piégés dans le langage. Mais c'est un piège pour notre liberté, justement. C'est-à-dire que l'histoire de l'esprit, c'est l'histoire de la liberté. C'est en ça que c'est révolutionnaire. Alors que tout ce qui vient, justement, conforter l'emprise d'une partie de la population sur une autre, c'est-à-dire la guerre des castes, la caste des médiatiques qui met sous pression les autres en ce moment, c'est les chefs d'entreprise, les gouvernants, etc., et qui impose, comme l'obligation de vaccination, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est une obligation qui n'a aucun fondement épistémologique ni scientifique réellement. C'est-à-dire que si vraiment on va questionner la science, parce que j'ai le plus grand respect pour la science, paradoxalement, c'est-à-dire je dénonce l'affadissement du discours scientifique devenu un discours universitaire et s'imposant par sa copulation avec le discours du maître en tant que discours capitaliste, mais
la science en tant que telle, c'est justement pas ça. Hein. Il faut vraiment relire Descartes. D'ailleurs, Descartes, c'était pas du tout un espèce de mec totalement éthéré ou quoi que ce soit. C'était un guerrier, Descartes. Hein. Il a ramené à un moment, sur un bateau, au fil de son épée, il a ramené 3 ou 4 mecs en Angleterre et il les a remis aux autorités, etc. Parce qu'il était dans son droit. Et ça, c'est aujourd'hui tout est faux jusqu'au dernier degré. Donc toute cette idéologie là qui nous est imposée, si nous sommes dans la phénoménologie de l'esprit et donc dans l'histoire de la liberté, c'est impossible d'accepter ça. Alors évidemment, on peut rien faire d'une certaine manière, ça sert à rien. Il y a pas de, nous n'avons pas d'adversaires. Nos adversaires ne sont pas de chair et de sang. C'est-à-dire que ce sont les discours, ce sont les paroles avec lesquelles nous devons combattre, et nous devons pas céder sur les mots et pas céder sur les sens. C'est là que se situe le combat. Et il n'est pas ailleurs, ça sert à rien. Et puis vous voyez, il était une fois la Révolution, vous verrez bien que c'est toujours le même principe dans la Révolution. C'est très bien dit, c'est-à-dire que, et Marx le dit lui-même, là j'ai reposté dernièrement un petit texte de Marx, pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait un tas de conditions entre l'infrastructure et le décalage entre l'infrastructure et la superstructure qui soient réunies. Sinon, ça ne se passe pas. C'est pas le fait de juste quelques illuminés qui s'imaginent faire nuit debout et jour couché. Si tu veux, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que c'est absolument imaginaire. Il n'y a aucune structure symbolique derrière. Il n'y a pas de réel. C'est une question très intéressante parce que ça nous permet de résumer de manière très simple. C'est plus que ça, Hegel, mais je vais le dire de manière très simple. C'est, pour un enfant, que nous sommes tous à différents âges, hein, mais dès que je me dis moi, en quelque sorte, on voit que les enfants, d'abord, ils ont du mal à dire « je ». Hein, ils parlent d'eux à la troisième personne. Bébé a fait ça, etc. Donc, ils peuvent pas incarner cette dimension du langage tout de suite. Mais à partir du moment où il y a la fondation d'un moi, hein, ce qu'explique Hegel très bien, c'est que ce moi, c'est une négativité vide, il dit. C'est-à-dire que pour avoir l'idée de moi, je dois nier tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que je dois absolument négativer, que ça me revienne dessus, ce qu'il y a autour. Donc c'est la première phase, on va dire, de la négation. C'est-à-dire, première négation, mais je suis là, j'existe, quoi. Donc ça veut dire que je vais me retrouver en position de nier tout ce qu'il y a autour, parce que ça va contrarier mon idée de moi, ce qu'il y a autour, quoi que ce soit. Donc, on est dans cette première phase. La deuxième phase, donc, c'est d'accepter certaines déterminations. Donc, négation. C'est-à-dire que je suis, je suis né en Corse, j'ai tel type de parents, j'ai tel physique, je suis inscrit dans tel type d'histoire, j'aime tel type de choses, je me reconnais dans telle chose, etc. Donc, je commence à prendre des déterminations, ce qui nie ma première détermination. Donc, négation de négation, on prend un cran de plus, et c'est là où on arrive au sujet de la psychanalyse. C'est-à-dire que toutes ces déterminations-là, en fait, eh bien, c'est justement ce qui n'est pas le sujet. C'est la subjectivité, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que je me rends compte en analyse, en parlant, par la parole, que toutes ces déterminations qui me font croire que je suis ça, comme ça et comme ça repose sur un vide constitutif et qui est le seul universel véritable. C'est là le travail de Hegel, c'est d'amener au fait qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'universel et l'individu. Pour lui, il appelle ça encore individu, puisque ça devient un universel, c'est le vide absolu de toute subjectivité. Et là, nous sommes dans le sujet de l'inconscient, le sujet lacanien, qui justement est un sujet barré. Il n'y a aucune détermination. Il est inaccessible en tant que tel. Il est le vide autour duquel s'agrègent toutes les déterminations. Et ce travail-là de construction se fait toujours par rapport à un autre.
D'ailleurs, dans un premier temps, je suis obligé d'affirmer mon moi et de nier mes parents, ma famille, etc. Dans un deuxième temps, en fait, quand je suis un peu plus socialisé, j'accepte mes déterminations parce que ça va me mettre en place avec une communauté. Et le troisième temps, avec mon analyste, en quelque sorte, j'accepte que toutes ces déterminations sautent. Et je me reconnais dans le véritable et le seul universel que nous ayons, c'est la faille, comme dit Lacan, dont se définit le sujet. Là, nous sommes dans l'universel accessible. Justement, ça n'a rien à voir avec toutes les théories en cours. Vous pouvez brûler, jeter tous les livres de philosophie, disons 80%. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du sophisme. Voilà. En fait, il y a une histoire de la philosophie en tant que, justement, elle n'est pas au service du discours du maître, comme ça l'est actuellement tous les pseudo-philosophes actuels qui sont, sauf Zizek, bien sûr, mais de temps en temps, et il est un peu trop laxiste, je trouve, notamment avec Judith Butler, etc., en se déclarant féministe, par exemple. On ne peut pas se déclarer féministe, c'est pas possible, quoi. C'est absurde. Hein. On ne voit pas Hegel... Oui. On n'imagine pas Hegel dire je suis féministe ou Lacan dire je suis féministe. C'est anti-universel, puisque le sujet, justement, il est ce à quoi l'analysant homme ou femme arrive, c'est un universel vide. Donc il arrive là. Donc il ne va pas jouer une partie de l'humanité contre une autre. Donc tous ces discours qui sont des discours mous, qui sont pervertis par le monde médiatique, quelque part, bon, même si je le comprends parce qu'il enseigne à Birkbeck, il est obligé d'avoir un public assez large, etc. Mais de temps en temps, il se laisse aller un peu à avoir des attitudes un peu laxistes, je trouve, notamment avec Butler et tous les gauchistes. Tout ce qui est gauchiste, par exemple, ça, c'est purement la contre-révolution absolue. Alors déjà, ça s'appelait comme ça avant les social-traîtres, mais alors maintenant, c'est le social-traître multiplié par 10, quoi. Le boboïsme et tout le truc... écologisme, féminisme, etc. Tous les ismes comme ça, c'est vraiment le pire de ce qui se fait dans la société. Et donc c'est quand le sujet arrive à ce moment-là, dans la psychanalyse, qu'il y a la reconnaissance du désir qui arrive. Ben oui. Il se confronte à son propre désir, cette fois. Oui, mais là, s'il se met le feu, s'il s'immole, ça veut dire que, justement, il se sacrifie. Oui. Et donc, ça veut dire que c'est un message adressé à l'autre. C'est la différence entre le suicide symbolique de Ingrid Bergman dans Stromboli, si tu veux. Elle sacrifie l'autre lui-même. Hein, après, on pourrait parler du Christ aussi. Hein, pourquoi, justement, au lieu que le Dieu demande des sacrifices jusqu'au Christ, c'est le Dieu qui se sacrifie lui-même pour les hommes. Et entre un suicide symbolique, qui est un véritable acte, un acte chez Lacan, c'est la suspension de la réalité instituée. C'est-à-dire que tu n'as plus aucun référent dans l'autre. C'est ce que vit Ingrid Bergman. Par contre, dans l'immolation, ça veut dire que, et ça c'est le côté justement mystique de Tarkovsky, c'est-à-dire son côté un peu religieux, c'est que il met en scène son propre sacrifice pour l'autre. Et là, quelque part, c'est là où il y a une faillite, parce qu'il n'y a pas d'autre. Voilà. Le Christ, il vient de dire, il n'y a pas d'autre. Il y a un schème vide qui fonctionne, mais il n'y a pas de Dieu de l'au-delà qui tire les ficelles. Vous êtes seul. C'est une bonne nouvelle, puisque j'ai payé pour ça. J'ai réglé la note, maintenant vous pouvez justement vivre en fonction de ça. C'est là où il y a un petit écart justement entre Rossellini et Tarkovsky, où Tarkovsky, bien que je trouve son cinéma absolument génial, il reste encore pris dans bien que lui il fasse descendre tout le sacré
qui est considéré comme l'infini des espaces stellaires, le ciel, etc. Lui, il ramène sur Terre et même dans l'eau, c'est-à-dire au ras des pâquerettes, et il dit il est là le sacré. Mais il reste quand même de temps en temps pris dans cette tentation du sacrifice, donc c'est pour ça aussi qu'il a fait ce film Le Sacrifice, où il fait flamber sa maison, là, et d'ailleurs, et voilà, c'est la manière dont je l'interprète, mais il faudrait que je revoie le... Pour éviter une troisième guerre mondiale, mais il faudrait revoir Nostalgia. En plus, il y a quelqu'un qui met l'hymne à la joie à ce moment-là, au moment où le corps tombe dans les flammes et où le type essaie de se relever et de marcher encore. L'hymne à la joie, qui est l'hymne quand même qui est... Mais en même temps, il y a quand même un endroit où c'est pas si direct que ça, il faudrait le revoir, comme tu dis, mais parce qu'en fait, il fait parler un fou quand même. Il fait parler quelqu'un qui est justement peut-être dans un rapport à... Qu'est-ce qu'il croit de l'autre, en fait, le fou? Enfin, c'est très difficile à déterminer. Mais pour le fou, justement, il n'y a plus les autres. Ben oui. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que comme nous sommes politicones... C'est quoi le fou? Ben, si on prend les trois phases de aller au vrai avec les autres, donc si on enlève le vrai, on a l'opinion, les médias, les réseaux sociaux, etc. On est avec les autres, mais faussement avec les autres, dans un stade, t'es avec les autres, mais t'es pas avec les autres, parce qu'il n'y a pas de vrai. Si tu vas au vrai seul, sans les autres, tu es sur ta montagne, tu as une espèce de mystique religieux, mais il n'y a pas les autres, et donc ta vérité ne vaut pas. Et le fou, on pourrait dire que c'est celui qui est... il n'est pas là, lui. Il y a le vrai et les autres, mais lui, il n'y est pas. C'est-à-dire qu'il s'est totalement absent. Sa part pathologique est gommée. Il ne fait plus partie des humains, en quelque sorte. Il s'est absenté du rapport entre le vrai et les autres.